Radio J. Nicolas Rafale. Et on continue de se balader, au sein de cette matinale, de ce morning, avec l'ami Emma Scali, qui est là avec nous aujourd'hui dans le studio. Ça vous fait bizarre que je vous appelle comme ça? Ah non, j'adore. Je trouve ça sympa. Mais je pense que ça plairait beaucoup à Montaigne, qui est quand même écrit sur l'amitié. J'imagine que c'était réfléchi de votre part. Bah voilà, oui, toujours. On réfléchit, faut pas exagérer, mais on va parler de l'amitié, de Montaigne, d'un Montaigne juif, d'un Montaigne marane, ce matin dans ses portraits juifs, une série de l'été qu'on a démarré la semaine dernière en compagnie de Freud, en compagnie d'Esther, de Rachel, de Sarah Bernard. Et de Mendelssohn aussi. Et de Mendelssohn. Et cette semaine, alors vous venez avec des personnages plus philosophiques, quoique Sarah Bernard l'était quand même. Je trouve qu'elle a une philosophie de vie. Oui, c'est sûr. Je dirais que peut-être celui qui se rapproche le plus, ce serait Freud. Qui est quand même un descendant de la philosophie, et puis peut-être Mendelssohn du fait de son grand-père dont on a parlé et dont on reparlera un petit peu demain ou plutôt après-demain quand on évoquera Spinoza. Alors vous êtes une des voix fidèles de Radio J, actrice, psychanalyste. Vous avez fait paraître un série sur le divan où vous convoquez sur le canapé rouge, des rouge. Pourquoi rouge? Sur le canapé rouge. Eh ben parce que oui, ça me rappelle Michel Drucker, mais ce qui n'a rien à voir ici. Pourquoi un canapé de psy n'est pas forcément rouge? Vous avez raison. Puis vous avez pas tout à fait tort. Je pense qu'il y a une part de psy chez Michel Drucker. Certainement. Donc un canapé de quelque couleur qu'il fût. Des personnages des séries télé. Est-ce que Montaigne aurait fait un bon personnage de série télé? Eh ben, j'imagine que oui, parce qu'il a une vie assez intéressante. Il s'est pas mal baladé. Il a beaucoup voyagé. Et puis c'est un personnage à la marge. Et puis il a vécu cette histoire d'amitié. Est-ce vraiment que de l'amitié avec la Boétie? Je ne sais pas, mais je pense que ça pourrait être traité et ce serait intéressant. En tout cas, c'est un personnage un peu énigmatique comme ça, Michel de Montaigne. Donc, à mon avis, il y aurait de quoi faire. Michel et Kem de Montaigne. Donc, on va aller à Sceaux et à Gambade comme il faisait, comme il avait coutume de faire. Le lien au judaïsme de Montaigne, racontez-nous. C'est un personnage en fait qui a une ascendance juive. C'est désormais avéré par les historiens. En fait, Michel de Montaigne, ce fleuron de la littérature française humaniste, est le descendant d'une famille juive de la péninsule ibérique qui s'est installée en France aux alentours de 1492. Alors, avant de nous parler peut-être de l'impact de ses origines sur ses écrits, pouvez-vous, Emma, nous rappeler rapidement le parcours et la personnalité de Montaigne? Bien sûr. Alors, éduqué enfant puis adolescent par son père, Pierre Eckem de Montaigne, dans la faveur humaniste et polyglotte, le jeune Michel se mue en étudiant batailleur et aventureux, menant une vie itinérante, parfois un petit peu dissolue, d'où un personnage de série un peu intéressant. Alors, devenu pleinement adulte, c'est un homme à la santé allègre, de caractère bouillonnant comme ça, mais toujours avide de lecture et de connaissances. Il entame en 1554 à la cour des aides de Périgueux un parcours professionnel au sein de la magistrature de la province de Guyenne, qui le mène au Parlement de Bordeaux, où il va détenir la charge de conseiller pendant 13 ans. Et puis il noue alors une progressive et solide amitié avec un collègue dont je parlais tout à l'heure, Étienne de la Boétie, dont la mort qui advient en août 1563 va le bouleverser, tout en lui donnant l'occasion de concrétiser ses conceptions philosophiques stoïques. À ce moment-là, Montaigne est muté à la Chambre des enquêtes. Il y devient un diplomate de premier plan dans des temps de guerre de religion. Alors, c'est un catholique sincère et ambigu. Je disais qu'il était d'origine juive, mais il est en réalité aussi catholique, évidemment, à l'époque, puisqu'il a été converti. Et à ce moment-là, il s'oppose aux ligueurs et se veut fidèle au roi de France. À la mort de son père, en juin 1568, Michel hérite de la terre et du titre de seigneur de Montaigne. Et désormais riche, il peut quitter la charge de magistrat et de diplomate. Il devient gentilhomme de la Chambre du roi avec le titre de chevalier de l'ordre de Saint-Michel, et il décide alors de se retirer pour se consacrer à l'écriture et à l'édition, ce qui n'empêche pas évidemment toujours de continuer à prendre part à la vie politique en Aquitaine. Il devient maire de Bordeaux à 2 reprises, et puis au début de la 8e guerre de religion, il est l'un des négociateurs clés entre le maréchal de Matignon, qui est gouverneur de Guyane, et Henri de Bourbon, qui va devenir le futur Henri IV.
En fait, c'est probablement à la même période que Montaigne constate qu'il est victime de petits calculs urinaires. En fait, il s'agit de la gravelle. Cette maladie, c'est la maladie qui a été responsable de la mort de son père. Et maintenant qu'il souffre, qu'il est malade, il cherche en fait à hâter ses écrits et à combler ses curiosités en essayant de guérir, en voyageant vers des lieux de cure puis des contrées qui l'ont fasciné durant sa jeunesse. Et son but, c'est quoi? À travers ses voyages et à travers ses écritures, eh bien, c'est accroître son domaine de connaissances et découvrir d'autres cultures, parce qu'humaniste acharné, ce qu'il désire par-dessus tout, c'est mener un combat contre la pensée dogmatique, qu'elle soit philosophique ou religieuse, afin de prôner, selon lui, une liberté de pensée essentiel pour tout homme. Dans un premier temps, il va voyager, puis il va s'enfermer à l'intérieur de cette tour dans laquelle il va écrire. Il va écrire avec qu'on peut encore visiter aujourd'hui, avec une bibliothèque incroyable, une sorte de tourelle qui mène là-haut vers les cieux de la littérature. Cette conception-là de l'autonomie intellectuelle de Montaigne qui est au cœur même des essais, c'est bien cela? Oui, tout à fait, Nicolas. En fait, les essais, c'est un texte qui est entrepris en 1572 et qui est constamment remanié jusqu'au dernier jour de la vie de Montaigne, jusqu'avant sa mort, et c'est une œuvre très singulière dont le projet est de se peindre soi-même. Pourquoi? Eh bien, pour instruire le lecteur. En fait, il est un peu dans la veine de Saint-Augustin et des confessions de Saint-Augustin, mais Montaigne, lui, souhaite avant tout décrire son essence. En fait, son objectif, non pas comme Saint-Augustin, n'est pas de retracer l'itinéraire d'une âme qui serait passée d'erreurs de jeunesse à la dévotion. C'est les stoïciens, connais-toi toi-même. Exactement, exactement. Et en fait, ce qu'il veut, c'est se connaître lui-même et se faire connaître à ses amis et à ses parents. En fait, ce qu'il souhaite entreprendre, c'est l'exploration de l'âme humaine à travers sa propre expérience personnelle. Et il proclame d'ailleurs que son livre ne sert à rien. L'idée, c'est d'apporter juste un éclairage d'une expérience. En fait, le bonheur du sage... C'est l'époque qui veut ça, puisque Cervantes fera un peu la même chose avec Don Quichotte à la même période, quitte ce livre immédiatement, puisque rien ne sera raconté dedans, et il donnera même pas le nom de l'endroit d'où vient cet homme de la Mancha. Eh ben oui, en fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'idée d'une expérience, en fait, qui se veut instructive en elle-même. Hein. Pour lui, le bonheur du sage consiste à aimer la vie et à la goûter pleinement. Il écrit ceci: c'est une perfection absolue et pour ainsi dire divine que de savoir jouir loyalement de son être. En fait, sa philosophie se veut, comme je l'ai dit tout à l'heure, expérientielle, et elle pose on pourrait plutôt, je dirais, se poser une question. Alors, est-ce que c'est lié à ses origines juives? Eh bien, aujourd'hui, il y a des recherches littéraires et historiques qui s'interrogent sur la religion de Montaigne, signe un petit peu, j'ai envie de dire, du malaise des lecteurs à l'égard d'un christianisme discutable à l'époque. Mais malgré ça, on n'a pas souvent en fait de relecture au ras du texte des essais et de son journal de voyage, puisqu'il a beaucoup voyagé. Il y a une personne qui s'appelle Sophie Jama, en fait, qui a posé l'hypothèse de la présence de son identité juive marane dans ses textes. C'est une hypothèse ou c'est une... Ah, c'est plus qu'une hypothèse, c'est une thèse. Ouais. C'est une thèse qui. Et alors, ce qui est très intéressant, en fait, pour elle, Montaigne est chrétien parce que l'époque ne permet pas d'affirmer ses origines juives. Mais elle explique ceci, que quand on lit attentivement l'œuvre du philosophe, eh ben, il est possible de décrypter une identité cachée à l'intérieur du texte. En fait, celle que Montaigne puise par ses ancêtres. Alors, ses ancêtres du côté de sa mère, en fait, c'est sa maman, qui est d'origine juive. Eh bien, on le retrouve dans le fait qu'il est à la fois partout dans le monde et à la marge du monde. Donc, pour appuyer sa thèse, Sophie Jama signale par exemple que Montaigne tient à dater ses essais du 1er mars 1580. Mais c'est quoi cette date? Eh bien, cette date, c'est le 14 Adar 5340, qui est le jour de Pourim. Donc, une façon pour lui de montrer, je cite, ce qu'elle dit, elle, qu'il se vouait à un Dieu beaucoup moins conforme au christianisme qu'à l'ancienne alliance. Le discours des essais, écrit-elle, ne contient nulle théorie, nulle croyance, sinon en un Dieu indéfinissable, nul dogme bien sûr. Cette formule peut du reste faire penser à celle de Jean-Marc Chouraki, qui résume la conception que le Talmud a du divin, et je cite à nouveau, de Dieu, on ne peut
parler, même pour dire s'il existe. Et bien dans la même veine, Sophie Jama rapporte d'autres propos de Montaigne. En fait, il écrit ceci: car c'est la règle des règles et générale loi des lois que chacun observe et celle du lieu où il est, on doit obéir aux lois de son pays. Eh bien cette règle, elle semble calquée sur la formule la loi du royaume et la loi. En fait, Sophie Jama souligne que Montaigne est juif un peu partout, même dans son humour. En fait, elle évoque quelque chose de l'humour juif, un humour qui trouverait sa source dans des proverbes judéo-espagnols. Et de fait, on pourrait se demander, en tout cas moi je me le demande, et vous évoquiez les séries télé, mais on pourrait aussi aller du côté du cinéma, si cet humour qui questionne l'humaine condition, et je dirais moi, pour faire joli comme ça et reprendre les termes de Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, eh bien est-ce que cet humour ne ferait pas de Montaigne finalement un ancêtre spirituel de Woody Allen? Il y a de l'humour chez Montaigne. Mais oui, beaucoup. Et finalement, il est assez drôle. Mais il est pas drôle tout le temps. Il est pas drôle tout le temps. Si on reprend un des extraits les plus connus de son texte. Il est puissant souvent, mais pas d'une drôlerie féroce. Voilà, c'est ça. Par moment, il y a quelque chose qui pointe comme ça. En fait, il y a une subtilité. Peut-être un petit peu comme chez vous, Nicolas Rafal, je écoutez, dirais. Merci de me comparer à Montaigne. Voilà. Alors vous allez nous lire, peut-être nous parler d'un texte bien connu de Montaigne, des cannibales. Oui, un texte très connu qui est souvent étudié au bac de philo et qui une comparaison entre le monde européen et le nouveau monde, c'est-à-dire celui des Indiens par rapport au monde connu des Portugais de l'époque. Absolument. Une situation qui est racontée à partir d'une véritable rencontre vécue par Montaigne à Rouen. Oui, en fait, il nous retraduit en fait cette situation qu'il a vécue et puis après il revient sur ces rencontres dont on lui a parlé exactement, le choc des cultures entre le nouveau monde et l'ancien monde. Et dans ce passage, dans ce texte en fait des cannibales, Montaigne cherche à montrer la relativité des jugements et il critique en fait au fond l'ethnocentrisme européen. Il observe, compare les mœurs et tente d'acquérir une objectivité optimale et de se libérer des préjugés. Alors, comment, quand on est sensible aux barbaries qui sévissent dans le pays, et évidemment à ce moment-là, il pense aux guerres de religion de l'époque dans son propre pays, eh bien comment est-ce qu'on peut considérer les violences de ceux que l'on considère être des barbares à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est tout à fait juste de les qualifier ainsi? L'expression même du mot d'autres mondes place le débat, en fait, ou déplace plutôt le débat du côté des barbares. Et dans son texte, Montaigne renverse la situation. Ce sont les conquis, en fait, qui affublent les Portugais de cette appellation et ils déplacent le problème de l'ethnocentrisme, en fait, le regard par des barbares vers les Européens, ce qui sert sa thèse de la relativité des jugements qui est énumérée de cette façon, je cite: or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage dans cette nation, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Alors, dans une version aménagée en français récent. Oui, parce que sinon c'est vraiment très compliqué à lire. Vieux François. En France, oui. Pour saisir la modernité de ce texte, vous allez nous lire un extrait de cette partie intitulée Des cannibales. Absolument. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. C'est pour représenter une extrême vengeance. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action. Mais oui, bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort.
à déchirer par tourment et par gêne un corps, encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et des concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion, que de le rôtir et de le manger après qu'il ait trépassé. Chrysippe et Zénon, chef de la stoïque secte, ont bien pensé qu'il n'y avait aucun mal de se servir de notre charogne, à quoi que ce fût pour notre besoin, et d'en tirer de la nourriture, comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d'autres personnes inutiles au combat. Les Gascons, dit-on, s'en étant servis de tels aliments, prolongèrent leur vie. Et les médecins ne craignent pas de s'en servir à toutes sortes d'usages pour notre santé, soit pour l'appliquer au-dedans ou au-dehors. Mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui l'excusa, et qui excusa la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Eh ben, on vous souhaite un bon appétit, vous qui êtes sur la plage, en train de peut-être commencer de bronzer tranquillement à Eilat. Voilà. Bah il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez commencer à le consommer, peut-être. Peut-être. Et ce serait une idée intéressante. Après, il y a différentes façons de consommer sur la plage ou de consommer quelqu'un. Je pense aux gens, voilà, qui sont pendant cette dernière semaine de vacances. Alors, il nous reste 1 minute à passer ensemble, juste le petit extrait qui termine par la phrase la plus connue de Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Lisez-nous, juste ce petit extrait sur l'amitié. Sur l'amitié. Il nous reste 40 secondes. Voilà, pour finir de façon un petit peu émouvante. Alors, l'extrait dit ceci: au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitié, ce ne sont qu'accointances et familiarités, nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes s'entretiennent. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et confondent l'une en l'autre d'un mélange si universel qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Ben voilà, vous nous rassurez quand même, parce qu'après s'être mangés les uns les autres, un peu d'amitié, ça fait pas de mal. J'ai eu peur, hein, Emma, vous nous avez fait peur quand même.